Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Panthio. Je suis ravi de vous retrouver pour débriefer cette superbe victoire de l'OGC Nice en terre monégasque. Que dis-je? L'OGC Nice était à domicile cet après-midi pour cette magnifique victoire. 3 buts à 0. Tout s'est joué en première mi-temps. Il y a beaucoup de choses positives à dire et ça fait du bien de parler de l'OGC Nice en positif, messieurs. Voilà, un programme assez chargé quand même. On reviendra forcément sur ce match et sur le calendrier qui attend l'OGC Nice parce que naturellement, on parlera de la Conference League qui arrive très rapidement également pour débriefer ce match et prolonger le plaisir, si je puis dire ainsi. J'ai le plaisir d'accueillir déjà Matt qui fait son retour dans l'émission. Comment ça va, Matt? Super bien, Pancho, super bien. Victor en terre monégasque, depuis si longtemps, tu nous en parleras. Trop heureux, trop heureux. Un gym qui nous donne du plaisir. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Exactement, on est heureux. Il est là également, il fait son retour dans l'émission. Anto, tu étais là l'année dernière, tu étais passé, je crois, au moins une fois dans l'année dernière, dans une libre antenne aussi, je crois, de mémoire. Comment vas-tu, mon ami? Bah écoute, au top, hein, ça fait super plaisir. Et ouais, en effet, bah, la dernière, la première fois que je suis venu pour le premier Nice Monaco de l'année dernière. C'était Ok, moins rigolo. Enfin, ok. Monaco-Nice, du coup. Moins bien, du coup, parce que le résultat était un peu moins positif. Mais ouais, ça fait plaisir. Et encore merci de m'avoir invité. Avec un immense plaisir. Alors honnêtement, c'était une pure coïncidence, hein. Je ne savais pas que tu avais fait un Monaco-Nice l'année dernière. Bon, le score, forcément, si vous êtes là, vous le connaissez. Je le répète parce que ça fait toujours plaisir. 3-0 pour l'OGC Nice. Allez, quelques stats quand même, hein, parce que ça faisait quand même un certain temps qu'on n'avait pas gagné à Louis II. La dernière victoire, c'était lors de la saison 2014-2015, avec un but de Carlos Eduardo sur coup franc pour les plus anciens. Monaco en Ligue 1, c'était une série de 9 matchs sans défaite, 7 victoires, 2 matchs nuls. Ça sortait effectivement d'une élimination cette semaine contre Leverkusen et l'OGC Nice. Version d'Igar, si on peut l'appeler ainsi maintenant. L'effet d'Igar, 8e match sans défaite pour 6 victoires et 2 matchs nuls. Voilà, l'OGC Nice va bien, l'OGC Nice va mieux et dans la série actuelle, c'est ce qu'on se disait juste avant de démarrer, on n'a pas peur de dire que l'OGC Nice est peut-être actuellement la meilleure équipe de France. Et qu'est-ce que ça fait plaisir, les gars, ne serait-ce que de se dire ça après avoir mangé notre caca pendant les 6 premiers mois. Matt, ça va mieux pour l'OGC Nice. Et avant de passer sur le match, peut-être juste un petit ton avis, on va dire, global sur la situation du club, autant sur le terrain que comptablement. Bah, merci Digard, hein. Que dire d'autre que merci Digard? Il se passe quelque chose. Il faut dire la vérité, il se passe quelque chose au club en ce moment. On lance des jeunes de 18 ans dans des derbies, on va mettre 3-0 à Monaco, le public nous lâche un Nice à la belle là, de toute beauté. Moi j'étais à la télé malheureusement, mais j'étais comme un fou. C'est fou, le gym est ressuscité, vraiment, c'est la folie. Moi je reprends espoir sur cette fin de saison, je pense que tout le monde reprend espoir. Et il y a 2 mois, personne n'aurait cru à ça. Et c'est magnifique. Ouais. Le gym reprend espoir. Peut-être, Anto, je vais te poser une question. Meilleur OGC Nice sous Ineos? Oh ouais, largement. Bah, en même temps, on a mangé notre caca pendant 4 ans. Hein, donc, bon, je veux s'en vouloir. Mais même sous Galtier, tu vois, sous Galtier, au-delà des résultats qui étaient bons en première partie de saison, parce qu'on ne peut pas lui enlever ça, tu avais quand même un jeu qui n'était pas brillant, quoi. Donc là, franchement, on joue bien. Défensivement, c'est incroyable. Offensivement, c'est clinique. Donc, non, franchement, on est trop fort. Ça fait plaisir. Oui, Puis bon, on est la effectivement. seule équipe européenne française, enfin, qui sont en Europe. Il y a encore un peu Paris, mais vas-y. Alors, il y a aussi une stat. Alors, c'est aussi incroyable que cela ne puisse paraître. Jim Ratcliffe était dans les tribunes et l'OGC Nice a gagné. Il y avait tout l'état-major de Ineos qui était en tribune. Il y avait Dave Bresford, Jean-Claude Blanc et Jim Ratcliffe. Et l'OGC Nice a gagné. Si l'OGC Nice gagne avec Jim Ratcliffe dans les tribunes, c'est que on va vivre peut-être effectivement une deuxième partie de saison assez folle. Messieurs, sur ce match, on va commencer chronologiquement peut-être par la composition. Il y avait, on va dire, des questionnements, ne serait-ce que sur le dispositif. On sait que Didier Digard alterne beaucoup entre ce 4-3-3 et ce 3-4-3, 3-5-2, appelez-le comme vous voulez, cette base de 3 défenseurs avec ces 3 milieux de terrain et ces 2 voire 3 joueurs offensifs.
C'est le 3-5-2 qui a eu les faveurs du coach de l'OGC Nice. Alors, coup de bluff ou pas, Monaco avait joué en 4-4-2 en milieu de semaine et a commencé sa première mi-temps en 3-4-3 aussi. Ça fait beaucoup de dispositifs, mais est-ce que vous pensez qu'il y a eu vraiment un choix fait par Digard qui était d'office de prendre ce dispositif-là ou une réaction, on va dire, au dernier moment, peut-être, hein, sait-on jamais, par rapport au dispositif choisi par Clément en face. Matt, peut-être pour commencer. Moi, je pense que Digard, c'est sa compo des grands matchs. Il a sorti à peu près le même esprit, la défense à 3 à Lens, il l'a ressorti à Marseille. On sait que Monaco, mine de rien, c'est un milieu de terrain super. C'est un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Franchement, c'est une tornade. On l'a un peu vu. Hein. Mm. Ben Seguir, il nous a fait des choses. Et je pense que voilà, Digard c'est adapté un peu à l'état de forme de l'équipe, plus que je pense à un schéma tactique de Monaco qui au final n'est pas celui qui était forcément attendu. C'est le schéma par excellence de Digard pour lequel le gym veut recevoir. Je semblais avoir entendu Thuram dire en conférence de presse que un des moyens d'avoir Monaco, c'est de les prendre dans le dos. Et maintenant qu'on a Mofi devant, bah, une arme de plus pour faire fonctionner cette défense à 3 et ce bloc un peu reculé. Alors, Anto, compo des grands matchs pour l'OGC Nice. Alors, effectivement, il y a eu ce choix-là fait à Marseille, Non, également à Lens. à Marseille, on n'a Où... pas joué comme ça, les gars. Alors, on t'écoute Ah, justement. c'est vrai, ouais, c'était À Youssouf Marseille, tu en avais sentinelle. Youssouf qui Ouais. était 6, ouais. Bon, C'est vrai, il c'est n'y vrai. avait pas Boudaoui, donc peut-être ça aide un peu. Mais je pense que c'est pas une compo des grands matchs, en fait. Je pense qu'il s'adapte énormément. Et merci à Gisolfi d'avoir ramené Youssouf, parce que Youssouf, il t'apporte tout ce que tu veux. C'est-à-dire que même si au bout de 10 minutes, tu te vois que ça va pas, bah, tu le replaces au milieu, tu changes un peu ton truc. Et le mec, en fait, tu peux le mettre titulaire n'importe où. Ben, après, il peut changer, il va partout. Il est fort partout en plus. Donc, c'est l'avantage. Et je pense que t'as pas trop de compo des grands matchs. Je pense que c'est beaucoup d'adaptation à l'adversaire. Et je pense qu'il travaille beaucoup là-dessus, comparé à avant. Tu vois, et beaucoup de coachs, même de Ligue 1, je pense qu'ils s'adaptent pas beaucoup. Et quand contre les équipes où tu t'adaptes, enfin, où qui changent jamais leur style de jeu, quoi qu'il arrive, tu sauras quoi faire, tu vois. Et là, tu peux changer tout le temps. Donc, je pense pas que ce soit une compo des grands matchs. Peut-être que je me trompe, on verra. Hmm. Mais je pense qu'on le reverra même contre des petites équipes, enfin, plus petites équipes, on va dire, joueuses, tu vois, qui peut-être on ressortira ça et s'adapter même en cours de mi-temps, etc. Ouais, effectivement, tu parles d'adaptation en cours de saison, voire en cours de match. Il y a eu effectivement ce passage en 4-3-3 en cours de deuxième mi-temps, avec ce passage de Youssouf au milieu de terrain. Alors, Youssouf, là, je vois Pilonnage sur le chat qui nous dit Youssouf monstrueux, ce mec. Les gars, on va parler de Youssouf, ne vous en faites pas, parce que le match qu'il fait. Alors, j'ai souvent cette impression-là. La dernière fois que j'ai eu cette impression-là, c'était le match de Mendy à Lens. Vous savez, pour les personnes qui ont joué dans un niveau un peu district, le senior qui redescend en U19 ou en U20 et qui est genre au-dessus du lot, tu vois. Eh ben, Youssouf, même impression. Même impression. Beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide. Et même techniquement, il est vraiment pas. Enfin, il est vraiment doué avec le ballon, je trouve. Euh, mais avant, peut-être, restons sur ce dispositif-là parce que. Alors, on a vu le choix tactique. Il y a eu quand même des choix forts. On l'a dit juste avant de démarrer l'émission, les gars. Déjà, la titularisation de Ayoub Amraoui, jeune latéral gauche du centre de formation de l'OGC Nice, 18 ans. Alors, il- on peut peut-être se tromper, mais pas le souvenir qu'on l'ait vu lors de la trêve hivernale en amicaux, ni même l'été dernier, ça ne me dit rien du tout. Donc, jeune joueur qui a joué 90 minutes, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc ça faisait suite aussi à un certain nombre d'absences au poste de latéral, en la personne de Belvin Barr et Joe Bryan notamment. Mais ce choix quand même voilà, d'aligner Lotomba à droite et Amraoui à gauche au profit notamment d'un Antoine Mendy qui avait quand même répondu présent sur les matchs précédents. Déjà peut-être par rapport à Amraoui, peut-être grosse surprise au coup d'envoi. Mais lorsqu'on a vu peut-être les débuts de Buonanni contre Lille en tant que titulaire, Mendy à Lens, ça respirait la confiance en fait ce choix tactique Anto. Ben, en fait, ouais, tu as confiance parce que ouais, Dicard, peu importe qui il lance, ça marche. Donc, il a même ressuscité Brahimi, tu vois. Donc, dans un sens, tu te dis, bon, pourquoi pas, tu vois.
Et j'ai pensé à un truc, je me suis dit, je pense que dans sa tête, Caio Henrique débutait le match. Et Caio Henrique, je pense que c'est le meilleur latéral gauche de Ligue 1, pas loin, derrière Nuno Mendes peut-être, sans doute. Mais du coup, je pense qu'il s'est dit que Lotomba, c'était vachement plus solide que Mendy. Et Mendy ne peut pas jouer à gauche. Donc, par défaut, je pense qu'Amraoui a joué. Et bon, c'était moyen, c'était correct, tu vois. Il n'y avait pas besoin de faire plus, de toute façon. Mais, donc, je pense que c'était dans cet état d'esprit aussi là qu'il n'a pas fait débuter Mendy. Après, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. On ne le saura jamais. Et puis effectivement, il y a eu une opposition pendant toute la seconde mi-temps entre Caio Henrique et Lotomba. Bon, est-ce qu'on peut réellement parler d'opposition? Pocket. Voilà, franchement, tu lui mets n'importe qui, tu lui mets même Roberto Carlos Prime 98, voilà, Lotomba, c'est pocket. Amraoui, Matt, je pense que comme nous tous, on a été surpris par ce choix. Comment tu as trouvé sa performance là sur cette première avec les pros? J'ai trouvé ça un peu compliqué. Il a été vaillant, mais bon, il y a quand même. Je trouve qu'il a mis un peu de temps à se mettre dans son match. Après, bon, ça lui a pris du temps. On a senti que c'est quand même pas l'intensité à laquelle il était habitué. Je partage l'analyse d'Anto sur le fait que justement, si on n'a pas vu Lotomba à gauche, c'est parce que potentiellement il y avait le feu sur notre côté droit. Et c'est vrai que ce côté gauche niçois, au final, je l'ai trouvé, en tout cas sur la première mi-temps, un peu dans un faux calme. C'était pas tout passé par plutôt notre côté droit. Et donc Amraoui, sur les quelques situations qu'il a eues, au final, nous a pas coûté grand-chose. Je l'ai senti quand même plus libéré en deuxième mi-temps, où je crois que du coup, deuxième mi-temps, côté de Didier Digard, il n'y a pas de miracle, hein, il n'y a pas de mystère. Didier Digard lui donne une confiance, je pense, et le gars il a réussi quelque chose, il a réussi quelques combinaisons avec ses partenaires, c'était un peu mieux. Après, choix du coach toujours, plutôt toujours payant, je trouve. Donc, on va pas le jeter sous les roues du bus, mais c'était OK. C'était OK, ça fait le taf. Ouais, cette première mi-temps, comme tu l'as dit, il y a eu énormément d'offensives monégasques qui passaient du côté droit, notamment par l'intermédiaire de Diatta. Moi, je l'ai trouvé effectivement correct. J'ai pas le souvenir qu'il se soit fait passer défensivement. Il prend pas un bouillon fou contre Diatta. Par contre, effectivement, lorsqu'il était en phase, on va dire plutôt offensive, là, ballon dans les pieds, c'était quand même compliqué, beaucoup de passes en arrière. J'ai vu un Jordan Lotomba, des mauvais jours par moment avec Amraoui. Euh, mais honnêtement, est-ce qu'on pouvait en attendre mieux, Anthony, d'un joueur de 18 ans qui fait sa première lors d'un derby? Non, franchement, bah, en fait, tu peux pas lui en vouloir parce qu'il arrive, on a gagné 3-0, tu vois. Enfin, il y a tout qui était tout calé bien, donc et tant mieux pour lui, tu vois. À un moment, je me suis dit quand même, au tout début du match, je me suis dit, putain, si on perd, peut-être il va manger, tu vois. Parce qu'on l'a vu avec Mofi notamment, tu rates un match, tu te fais fracasser, on dirait Marseille. Tu vois, du coup, j'ai un peu peur pour ça. Et puis finalement, je le trouvais voilà, moyen, quoi, tu vois. C'est pas plus mauvais que Melvin Barr, donc Hmm. voilà, tu vois, c'est bien, c'est moyen, c'est un match correct, quoi. C'est une bonne première dans un derby. Un troisième jeune lancé par Didier Digard depuis sa venue à l'OGC Nice et son intronisation au poste de numéro un. Qui est le prochain sur la liste? Peut-être un Reda Belayan? Ah oui, s'il vous plaît. Ça, c'est mon petit, je l'aime trop. Tu milites, Trop tu fort. milites pour les premières minutes de Reda Belayan au haut niveau? Ouais, carrément. Mais il y a du monde devant, tu vois. Enfin, BKBK n'a toujours pas joué sous Didier Digard, quoi. Donc, bon, au bout d'un moment, il va falloir qu'il joue quand même, lui aussi. Ouais, Mais à terme, quand tu l'entrée veux de le Barclay, contingent on au est milieu de d'accord. Ouais. terrain, c'est difficile de se faire une place pour le petit Ouais, mais Reda. tu vois, l'entrée de Barclay, elle me dit que pourquoi, quoi, tu vois. Ben après, je te rejoins dans le sens où si tu veux construire un projet sur plusieurs années, il y aura plus une chance d'inclure un mec comme Reda Belayan que Ross Barkley, qui est peut-être plus venu à l'OGC Nice pour purement se relancer. Donc dans ce sens-là, autant jouer la carte jeunesse et permettre à un Belayan de se développer dans un collectif. BKBK, quoi. Ou Que BKBK, à la limite. effectivement. Mais donc, par rapport à Amraoui, oui, correct, sans être fou. Il y a eu aussi un choix qui est passé un peu, je trouve, assez incognito, mais qui est quand même un choix fort. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais c'est le fait de ne pas avoir fait démarrer Sofiane Diop. Alors, je crois qu'on constate tous
suiveur assidu du club ces dernières semaines que Diop n'est pas un joueur de côté. C'est pas l'ailier virevoltant, on va dire remplaçant attitré de Justin Kluivert, c'est un joueur d'axe, du moins c'est mon avis. Je pense qu'il est partagé par un certain nombre. Maintenant, est-ce que la décision de ne pas l'aligner contre Monaco, c'est purement tactique? Comment vous l'analysez, vous, Matt, par exemple, le fait de passer d'un mec comme Sofiane Diop qui, au top de sa forme, est clairement ton leader technique offensivement? Je vais l'analyser plutôt en donnant confiance et raison à Didier Digard. En tout cas, c'est ce que le résultat nous montre. Tactiquement, je pense que le match était extrêmement bien préparé. Le bloc était hyper mobile sur les phases de pressing haut. On était quasiment avec 3 devant, tellement tu avais Thuram qui montait mettre ce pressing, chose que je ne vois pas forcément Diop capable de faire. En phase plus reculée, quand on était dans nos 30 mètres, on jouait quasiment en 5-4-1 avec Laborde qui redescendait au niveau des milieux pour, je pense, apporter de la densité, du pressing, chose qu'a pas trop mal fait Laborde en tout cas au début. De mi-temps, il a fait quelques boulettes sur ses interventions. Mais du coup, non, je pense que c'est plus en termes de profil et de scénario de match, je pense, qu'a pensé Digard. Et bon, le résultat lui donne raison, surtout que voilà, en contrepartie d'un manque de présence technique offensif, on a eu cette stratégie de sauter les lignes qui a super bien marché. Donc, le résultat donne raison à Digard. Et je suis pas choqué du coup de voir Diop malheureusement sur le banc. C'est plus sa rentrée en tant qu'ailier gauche qui me chagrine un peu. Est-ce qu'il était vraiment rentré au poste d'ailier gauche? Il fait ce qu'il veut J'ai en vrai. l'im- j'ai l'impression que, en tout cas, sur le papier, c'était lui à gauche, Laborde à droite, même si bon, bah, il est très libre. Mais moi, j'aurais aimé le voir vraiment quoi, derrière l'attaquant, à 5 mètres derrière l'attaquant, toujours en soutien vraiment dans le cœur du jeu, quitte à délaissé un peu les côtés. Mais bon, je pense que Digard nous trouvera le match où Diop sera son atout pour faire péter l'adversaire, parce que c'est un joueur qui a les capacités de le faire, je pense. Mais il faut le contexte, en tout cas. Ok. Anto, toi, ton avis là-dessus, petite stat, le petit frère de Sofiane Diop a plus joué que lui sur ce match-là. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est quand même assez étonnant, du moins. Est-ce que c'est peut-être voilà, un choix tactique de Digard qui s'est avéré payant ou également peut-être un message envoyé à Diop? Anto, comment tu l'analyses, toi? Hmm. Alors moi, je pense que c'est la clé de notre équipe, c'est Diop. Alors sur ce match, on a balancé des ballons en profondeur, c'était bien. Mais la première mi-temps, qu'elle soit, parce que on gagne 3-0 à la mi-temps, mais c'est pas non plus, on ne produit pas le jeu de l'année, quoi. Voilà, faut le dire. Hein. C'est pas le Barça, quoi, des grandes années. Et je pense que quand t'as pas Diop, tu manques énormément de créativité. Malgré tout, on l'a vu contre Reims, quand il sort, tu ne fais plus rien, quoi. Tu te cantonnes à balancer des ballons un petit peu. Et je pense que Digard, alors je sais pas si c'est trompé ou s'il a raison. Je pense que c'est un peu trompé. Et peut-être c'est dû à la faiblesse de Monaco. Je pense qu'il a mis la board pour aller au duel à la tête et balancer des ballons à Mofi. Tu vois, dans la profondeur. Finalement, il n'a pas eu besoin de la tête de la board. Parce qu'au final, le match de la board, il est quand même pas incroyable non plus. Voire, je pense que c'est le moins bon de Nice ce soir. Il a raté beaucoup et il n'a pas réussi grand-chose. Et je pense qu'il a mal lu cette vision-là. Donc, le résultat lui donne raison. Mais je pense qu'à terme, on aura plus de job Mofi que de la board Mofi. Je pense. Alors, je pense que le choix de la board, il y a Nissar Deta qui nous dit la board a fait un gros abattage, la paire Diop Mofi peut faire aussi très mal. Moi, j'ai en mémoire en fait le Diop version Lance-Nice, très axial, derrière la board. Et c'est dans ce registre-là que je le trouve vraiment intéressant. Je te rejoins totalement, Anto, sur le fait que techniquement, c'est notre leader Diop. Alors, effectivement, la prestation et le match de ce soir a fait que on a choisi, et Digard a choisi un autre plan de jeu pour pouvoir l'emporter. Ça a apporté ses fruits. Maintenant, voilà, mettre ton leader technique sur le banc, c'est pas non plus anodin. Et concernant le match de la board,
C'est toujours très compliqué, je trouve, de juger ses performances parce que euh, il est maladroit, c'est évident. Pas tout le temps, Ouais. des matchs moins que d'autres, mais derrière, il est tellement au charbon à chaque fois que Ouais. limite, enfin, tu peux pas lui en vouloir, quoi, tu vois. Tu peux pas réellement lui en vouloir parce que derrière, le type perd en lucidité. Et je trouve que ce passage à droite, le passage sur un côté, depuis qu'il y a Mofi, justement, lui fait gagner en lucidité parce que il y a moins de, il court moins dans le vide, donc il a tendance peut-être à s'économiser un peu plus. Parenthèse job fermé. Il y avait donc la composition, si je ne l'ai pas dite, eh bien c'était une charnière à 3 choisie. Youssouf, Dante, Todibo, Amraoui à gauche, Lotomba à droite, milieu de terrain classique, Boudaoui, Thuram, Ramzi et devant, eh bien Mofi, Laborde. La première mi-temps a été, comme tu l'as dit Anto, entaché de peut-être quelques approximations, mais dès que l'OGC Nice a eu le ballon, Matt, c'était ça giclait devant, c'était d'un pragmatisme et c'était létal en fait l'OGC Nice en première mi-temps. Anto, tu veux commencer ou... Comme tu veux, vas-y si tu veux, vas-y. T'inquiète. Ouais, il y a un truc qu'on n'a pas cité, c'est que Monaco commence, a l'habitude en tout cas, en Ligue 1, de toujours commencer très fort ses matchs. Ce qui, je pense, un peu, en plus, peut en tout cas justifier le départ de la part, et peut-être avec l'idée d'avoir un surplus technique en deuxième mi-temps avec Diop. Mais là, c'est vrai que sur cette première mi-temps, dès qu'on avait une occasion, dès qu'ils nous laissaient, entre guillemets, un peu d'espace dans leur dos, c'était tout droit sur Mofi. On ne s'est pas posé de questions. C'est soit ça, soit Thuram qui va leur faire mal dans les quelques espaces qu'il y a derrière leur milieu qui sont très joueurs à Monaco et qui sont un peu montés. Thuram qui va leur faire mal, qui va piquer tout de suite. Euh, on aurait pu encore plus avaler les espaces. Je pense par moment, on a peut-être un peu temporisé aussi parce que je crois que c'était hyper énergivore. J'ai vu des moments où Digard calmait vachement Youssouf qui voulait envoyer sur son côté. Donc ouais, je pense dans le plan de jeu de Digard, il y avait ce jeu direct et cette envie de faire mal, ou alors d'essayer justement de faire souffler l'équipe, une espèce de plan de jeu en deux temps, qui avec un Mofi en grande forme nous a rendu un bel hommage à Victor, d'une efficacité terrible sur les terres monégasques. T'as dit deux choses intéressantes, Matt. Le fait est qu'au milieu de terrain, il y ait cette supériorité numérique aussi, hein, parce que Monaco a aligné donc la doublette Fofana-Camara au milieu de terrain. Bon, il y avait un Ben Seguir qui était plutôt libre, mais on va dire que c'est un joueur qui est plutôt à profil offensif. On a vu énormément Thuram aussi justement avaler ces espaces-là à l'initiative notamment du troisième but et à la finition. Et aussi le cas de la profondeur. Alors je pense que là, clairement, c'est là où on se dit que Plaisir. le plan de jeu, il a fonctionné parce qu'il y a Nissar Deta qui nous dit la passe de Dante, la même que celle pour Balotelli. Belanda. Alors, ouais, Belanda, peut-être Belanda contre Toulouse. Peut-être plus Belanda. Mais Balotelli, j'ai en mémoire le but qu'il met, mais je me souviens plus de la passe. Mais peut-être que tu as raison, Nissar Deta. Mais en tout cas, contre Belanda, contre Ouais. Toulouse, il met un doublé de passe D pied gauche, pied droit pour Pléa et Belanda. Ouais, Pléa et Belanda, incroyable. Parenthèse fermée sur cette saison 2016-2017. On en parlera forcément une fois par live. Euh, que dire, Anto le plan de jeu parfait, la profondeur, la supériorité numérique au milieu de terrain, sans être, comme tu l'as dit, stratosphérique dans le jeu. Nice a exploité la moindre faille monégasque et a été clinique devant, ce qui nous fait penser que peut-être qu'offensivement on est guéri, enfin. Ben ouais, mais surtout, tu changes de profil, quoi. Tu vois, c'est pas pour lui taper dessus, même s'il est éliminé de Coupe d'Europe, qu'il joue le maintien. Mais si tu as un titre de l'or ce soir, peut-être que tu ne gagnes pas. Tu vois, enfin, un attaquant qui court dans le dos et qui met des buts normaux, pas des frappes de 40 mètres ou des retournées. Même si c'était très beau, mais Oui, voilà. bah oui, c'était bien Mais quand bon, même. lui, il met des buts, quoi, des buts d'attaquant. Donc, tu vois, non, franchement, le plan de jeu, il est parfait. Et puis, enfin, franchement, on défend trop bien. Donc, c'est incroyable.
Et toutes les télés, tout ça, ils sont là, oui, Lens, ils font pas un gros match contre Nice, Marseille, ils font pas un gros match contre Nice, ils vont dire Monaco pareil. Ouais. Mais en fait, c'est juste qu'on est trop fort défensivement. Et ça, ils s'en rendent pas compte. C'est le Cholismo, mais avec un peu de jeu offensif, tu vois. Et c'est quand même, c'est très très fort parce que c'est en très peu de temps, quoi. Il n'a pas eu énormément de temps pour travailler non plus. Donc, franchement, bravo, Digard. Merci. Ouais, bravo et merci. Digard parlait également du fait qu'il était très serein par rapport à Terem Moffi, Matt, qu'il fallait qu'il ait justement qu'il fallait qu'on lui laisse du temps, etc. Il disait en marge du match de Monaco qu'il était à une dizaine de séances d'entraînement collectives, ce qui est quand même relativement peu à ce niveau-là de la compétition. Euh, voilà, le joueur s'est totalement débloqué ce soir. Dommage, il n'aurait pas été le deuxième Nigérian à mettre un triplé au stade Louis II, même si L'année prochaine. un doublé c'est quand même pas mal. Mais voilà, on peut clairement le dire, Terem Moffi a, a marché sur les traces d'un certain Victor Agali ce soir. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un alors, les ouvertures de Serge Dié, on aurait pu peut-être imaginer, imaginer que Dante et Thuram. Bon, bref, je m'égare. Serge Dié, on t'embrasse si tu passes par là. Merci pour cette soirée. Mais concrètement, Terem Moffi, enfin peut-être débloqué, soulagé. Et on sentait qu'il avait envie, quoi. C'est-à-dire que ce soir, s'il en met 3 ou 4, c'est ça aussi. Il y a une forme de mentalité, de mindset dans ce joueur-là qui est top. Voilà, débloqué à l'OGC Nice. Euh, que peut-on dire dessus? On attendait justement un attaquant de profondeur. Paf, 2 premiers buts à l'OGC Nice, un ballon en profondeur. C'est simple en fait le football, Matt. Scénario parfait pour lui. Et puis on le voit, enfin, je pense du stade, ça devait rendre encore mieux, mais sa célébration sur le premier but, tu dis débloqué, c'est exactement ça. Il marque du côté des supporters, il court vers eux, le mec il saute de joie. Je crois il a 7 ans et demi sur son but, il est un gosse, quoi, un gosse. Il dégage un truc en plus. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, il récupère le compte de l'OGC Nice à la fin. Le gars, je pense que c'est un soleil au quotidien, j'ai l'impression. C'est incroyable d'avoir un gars comme ça dans son équipe, un profil qui nous manquait depuis si longtemps, un joueur de profondeur, quoi, Alassane Plea. ouais, depuis Pléa. Non, Saint-Maximin, peut-être qu'il reste un peu plus longtemps, mais bon, Ouais, Ouais, ok. c'était une autre époque, ouais, mais une autre époque, hein, critique pas. Regarde le drip d'aujourd'hui de Saint-Maximin, il est exceptionnel. Ne le critique pas, s'il te plaît. Mais ouais, un Mofi qui claque son double moment. Je pense qu'il nous gardait la célébration de l'aigle à la Gali pour le troisième. Aïe aïe aïe, oh, ça aurait été Ah, incroyable. franchement, Ah, ça en aurait été deuxième mi-temps, quand il incroyable. frappe, le but, il aurait été Elle est extraordinaire. incroyable. Et puis, Ah, ouais. on le sent en confiance. On le sent vraiment en confiance. Je pense qu'il lui manque juste, peut-être à cause de la barrière de la langue, de créer une relation technique privilégiée avec, j'espère, un Diop, mais avec un de ses partenaires, quoi, pour vraiment avoir ce joueur qui va sentir les coups, qui va toujours le Hmm. servir au bon moment, qui va le connaître par cœur. Je pense que Sans c'est être tout ce qui lui forcément manque. décisif devant le but, qui puisse aussi, on va dire, s'inclure et être important aussi peut-être dans le jeu. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, alors besoin d'avoir ton avis aussi Anto, c'est oui certes 2 buts, mais très utile dos au but. Il a été plus touché que d'habitude. C'était la bagarre quoi, contre Disasi et Malansar. La charnière centrale a eu beaucoup de mal à le contenir. Quel match et ça va au-delà des 2 buts et de la passe décisive. Ouais, c'est ça. Mais en plus, il met une pression. En fait, il met une pression à tout le monde. Et puis, tu joues allez, potentiellement les plus gros défenseurs, Dizazi, bref. Mais tu joues potentiellement les plus gros défenseurs contre Lens, Marseille et tout ça. Et en fait, il mange tout le monde. C'est impressionnant avec son physique. Je sais pas ce qu'il fout. Là. Il est là, il se met à 4 pattes, mais il les passe tous. Et à un moment, là, il siffle faute. Où il part tout seul au but, il n'y a jamais faute, quoi. Ouais, ouais. Et il le mange, c'est tout, tu vois. Et Mm. Dizazi, il se fait emporter. Non, franchement, il est très fort. Et je pense que même, il y en a un qu'on a un peu oublié parce que tout va bien sans lui. Mais on a quand même Nico Pepe qui devrait un jour revenir. Ça va cavaler, là. Hein. Ça peut être vraiment très bon, tu vois. Donc, à voir, franchement, ça annonce que du bon. Et puis, lui, en plus, on est sûr qu'il sera là l'année prochaine. Je touche du bois, mais tu vois, tu peux vraiment créer quelque chose et enfin un attaquant, un vrai.
Un C'est ça, attaquant, complet. effectivement, dans un registre totalement différent des attaquants qu'avait l'OGC Nice en ce début de saison, avec des profils assez similaires que sont Gaëtan Laborde et Andy Delors. Euh, voilà, dans ce genre de configuration-là, dans ce genre de match, alors peut-être qu'effectivement, contre Reims, contre Ajaccio, ça va moins s'exprimer parce qu'en face, tu as un bloc bas qui va chercher, mais en même temps, les attaquants, ça marche aussi à la confiance. Et si tu arrives à te débloquer contre Monaco, derrière, tu peux effectivement peut-être partir sur une série de plusieurs matchs. Est-ce que c'est véritablement l'adversité qui a fait que Mofi a eu ces espaces-là? Qu'est-ce que vous en pensez, Anto? Tu me fais le nom de la tête. Ben, en fait, je pense surtout que. Alors, contre Reims, il n'a pas été bon du tout. Et même, je trouve, même dans tu sais, sa posture, etc. J'étais au stade, je le regardais beaucoup. Et je trouvais qu'il n'était pas dans son match. Un peu frustré ou quoi. Alors, je pense qu'il a besoin de marquer comme cet attaquant, tu vois. Peut-être que lui, il ressemble plus, j'en sais rien. Mais contre Ajaccio, typiquement, grâce à son profil, tu ouvres aussi beaucoup plus d'espace dans l'entrejeu. Tu vois, les défenseurs, ça les met beaucoup sous pression et ça permet notamment à Diop, Thuram, etc., d'avoir un peu d'espace entre les milieux et les défenseurs. Et ça, il va nous faire aussi beaucoup de bien. Donc, ouais, après, c'est sûr que c'était un peu des clowns. Et puis, le gardien monégasque n'est pas un gardien professionnel. Donc, c'est un peu plus facile. Mais tu vois, c'est lancé, quoi. Excusez-moi, petite balle perdue, mais voilà, quoi. Le nouveau Neuer, c'est ça, Nubel? Oh, oui, oui, de Wish. Et Non, encore. parce que c'est vrai que par contre, on en rigole, mais sur le premier but, alors la passe de Dante, elle est magnifique. Par contre, l'appréciation de Disasi, le placement de Disasi sur la ligne de Criminel. défense, il est catastrophique. Derrière, alors Mofi fait ça super bien, hein, contre le pied droit, pied gauche intérieur, ras du poteau, il n'y a rien à dire. Mais le deuxième but, pareil. Thuram met un ballon en première intention pour Mofi. Nubel, j'ai été étonné de ne pas le voir sortir. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais à ce moment-là, bon, il faut. Bon, il a Non, mais il a attendu. rien pour lui, hein, on est d'accord, hein. Mais non, Mais, mais il a aucune qualité, quoi. non, mais sur cette action, très franchement, t'as le choix entre prendre un face-à-face à 6 mètres d'un mec, un buffle qui arrive à 30 km/h et qui va te mettre une grande praline, ou alors tout péter et essayer de le devancer. Je sais pas. Bon. Ouais, Nissar d'État qui nous dit Nubel sort une belle manchette sur Job. Ouais. À Ah, en 3-0. deuxième mi-temps, il a fait quelques arrêts, hein. À Mais bon, 3-0. Effectivement, l'arrêt est beau. Il n'y a rien à dire là-dessus, Nissar d'État, je te l'accorde. Mais bon. Ouais. Un match compliqué. On a parlé de Dissasi. Alors, forcément, ça a fait un peu jaser, nous, en tant que supporters de l'OGC Nice. C'est un peu le dossier qu'on ouvre parce que on a en face de nous une charnière et un défenseur central français qui, semaine après semaine, montre qu'il est ultra performant et qu'il est le leader défensif de la deuxième meilleure défense du pays. Voilà, en la personne de Jean-Claire Todibo. Et en face, on avait un joueur, capitaine de l'AS Monaco, qui vient de faire le mondial au Qatar et qui est passé complètement au travers. On n'est pas là pour comparer les deux joueurs. Chacun est libre d'avoir ses opinions, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va falloir pour qu'on sélectionne Jean-Claire Todibo? Et la question que je vous pose, les gars, c'est le prochain rassemblement, je crois que c'est en mars, c'est peut-être mi-mars, quelque chose comme ça. Vous me dites si je me trompe. oui, ça. C'est possiblement au cours du mois de mars. Le bon moment pour sélectionner Jean-Claire Todibo, Matt, peut-être? Forcément, c'est le bon moment, c'était il y a déjà un moment, j'ai l'impression, pour sélectionner Jean-Claire Todibo. Mais tu sais quoi, j'ai envie de te dire, si j'y crois pas trop là, mais on sait jamais, hein. Qu'est-ce qui manque à Todibo pour être vraiment incontournable? Ne pas jouer à l'OGC Nice, peut-être? T'inquiète. Là, déjà, le jeudi, tu sais quoi, qu'on nous voit souvent jouer en semaine, parce qu'il va rester plus que nous, ou peut-être, allez, peut-être le Paris Saint-Germain, qui ne sait jamais sur un miracle. J'ai comme un doute quand même. Non, mais qu'on nous voit jouer nous en semaine, et tu sais quoi, qu'on finisse devant Monaco, juste pour voir. Ce serait parfait. Il y aura plus de débat. Il y aura plus de débat. Todibo, si tu regardes ses matchs, ça fait trop longtemps qu'il mérite. Ça viendra. J'ai aucun doute sur le fait qu'il aura sa chance. Le garçon est trop fort et j'espère que sa cape vient avant la trêve estivale parce que c'est la petite pièce qui pourrait lui permettre de faire une saison de plus chez nous.
On le sait que voilà, son avenir chez nous n'est pas forcément écrit pour encore très très longtemps. Donc on espère que voilà, si les portes de l'équipe de France s'ouvrent à lui, si un beau parcours en Coupe d'Europe, il n'y a En plus qu'à guise, faire. en Hein, guise ça. peut-être de reconnaissance envers le club, tu veux dire faire une année supplémentaire si on arrive à être européen. Bah, si tu es européen, tu sais quoi, si tu la gagnes cette coupe. Moi j'ai envie d'y croire, moi je m'enflamme là avec ce club. Moi aussi. Dans le FC Optimiste, là, moi je te dis, on va la gagner. En vrai, c'est Mais quoi le surtout, match contre. Vas-y, l'année encore. prochaine, on joue avec des champions, les gars, je vous le dis, on va être sur le podium. Hein. On va tous les fracasser, je vous le dis. Mais voilà, je vous le dis. On part de trop loin, malheureusement. On part de Mais trop t'es loin. fou, on a 9 points, mec, du podium. C'est rien. Et regarde les tocards qu'on a joué ce soir, et Lens, ils ont un peu du mal en ce moment. Bon, je le dis, Il y a que si on... Marseille. Non mais, on fera pas top 3. On fera pas top 3. Le top 2. Ah non. Champion. Non. On fait pas top 3 pour moi, hein, je vous le dis. Je veux bien qu'on soit optimiste et tout. Attendez quand même que je regarde le classement avant de dire des conneries. 9 points, je regarde si tu veux. Mais il y a non, trois victoires. enfin, je pense Mais quand même. regarde, Pancho, il y a 8 matchs, on était à 19 points de Lens. On a 9 points. Fais les comptes, calcule. Bon, c'est vrai Ouais, qu'on mais ne tu vois, rejoue pas, mais calcule. Ouais, mais pour le podium, on est à 9 points, de Monaco. Hein. Bon, C'est pas loin. déjà qualifie-toi en Europe, peu importe laquelle, Ouais. et puis après on verra. Mais je le dis, par contre, si on fait top 3, tout nu sur la promenade des Anglais, hein, et j'habite à 800 km, donc... Ah, avec Sky Avec Sky ou pas Ah non, je on m'engage pas avec Sky, parce que lui, il lance des trucs, mais il le fait pas. Donc moi, je le dis, par contre, top 3, il y a aucun souci. Ensuite, je vais me baigner à côté, donc il y a pas de souci. Bon, plus sérieusement, on est très heureux, forcément. Hein, donc on a vécu l'enfer depuis août. Donc c'est bien aussi, voilà, de prendre du plaisir et de rigoler. On a parlé de Mofi, on a parlé du dispositif, de la tactique. Peut-être un dernier mot sur Todibo. Anto, tu t'es pas exprimé sur Todibo, il me semble, et Disasi. Quel est ton avis là-dessus? Todibo, titulaire à l'OGC Nice depuis maintenant 2 ans et demi. Et lorsqu'il était à l'OGC Nice, je me rappelle très bien en charnière avec Saliba, les deux étaient très bons. Mais il y en avait un des deux qui faisait des boulettes, et c'était pas Todibo. Voilà. Non, mais bien sûr. Non, mais bon, Saliba a beaucoup progressé. Puis je comprends que maintenant, ils sont en équipe de France parce qu'il joue quand même dans un club plus UP et tout. Il joue avec des champions, il est très bon en plus. Donc à sa décharge. Mais après, je comprends quand même, tu vois, même. Je suis déçu que Todibo n'ait pas été déjà appelé en équipe de France, tu vois, parce que forcément, on l'aime tous. Mais je le comprends quand même un petit peu. Il progresse beaucoup, malgré tout. Et surtout, je trouve que cette saison, il a vraiment passé ce cap de leader et tout ça. On lui donne peut-être plus de responsabilités aussi dans le vestiaire. Donc ça y fait aussi. Maintenant, oui, il doit y aller, tu vois. Et le truc, c'est que Disasi, c'est toujours pareil. Il va sortir des très bons matchs. Attention, c'est quand même un joueur qui est pas non plus, c'est pas une pipe, tu vois, c'est pas Noble. C'est quand même un joueur qui est assez bon. Mais c'est un joueur qui est très inconstant. Et ce soir, tu vois, il fait 90 minutes cauchemardesques, quoi. Où il réussit rien du tout. Il se fait manger sur toutes les actions, que ce soit ballon en hauteur, en profondeur, même au contact sur Mofi sur le 3e but, tu vois, où c'est pas possible de faire ce qu'il fait, tu vois, il défend pas en réalité. C'est bon. C'est un truc de fou. On n'en a pas parlé, hein, cette action du 3e but, où il suit Mofi, mais à aucun moment il lui met une pression nécessaire pour le forcer à perdre la balle. Il laisse ajuster tranquillement la passe et Thuram ensuite conclut super bien. Surtout qu'à ce moment-là, je crois que c'est Fofana ou Camara, je sais plus, qui vient l'aider, qui vient fermer la porte pour qu'il puisse frapper, enrouler Tibrahimi, tu vois. Donc, avance sur ton attaquant, quoi, tu vois, je pense que c'est la base. Donc, ouais, il a été très, très mauvais. Après, il fait des matchs corrects, tu vois. Mais quand cet hiver, j'entendais qu'il allait partir pour plus de 30 millions d'euros, dosé, quoi. Il les vaut pas, tu vois. Je pense pas qu'il va y Ou avoir alors, s'il les vaut ces 30 millions d'euros, combien vaut JC Todibo aujourd'hui sur le marché des transferts? 220. Et 221. Ouais. C'est important pour le record. Non, on va pas parler de malheur parce que même si tu réalises le plus grand transfert de l'histoire du football avec JC Todibo, ça fait quand même que Todibo quitte le club, chose qu'on ne souhaite pas à l'heure actuelle. Messieurs, revenons au match et à ce qu'on a vu. Comment ne pas parler de la prestation de Youssouf? Alors,
on en a peut-être un peu parlé, mais la rapidité d'intégration du joueur provenant d'un autre championnat en cours de saison comme ça, euh, de sortir des prestations aussi abouties et à des postes différents, parce qu'il y a des moments où il reste vraiment dans une charnière, enfin dans une défense à 3 axe droit, un moment où il va jouer plutôt numéro 6, un moment où il va plutôt se projeter, à un moment donné, vous avez peut-être cette action en tête, où il remonte toute la partie du terrain à se retrouver dans les 18 mètres monégasques. C'est un mutant. Oxford nous dit c'est un monstre. C'est un mutant. Donc un grand merci au club de Başakşehir de nous avoir vendu Youssouf. Alors on était là des marchands de tapis hein, pendant le mercato. Hein. Ah ouais, c'est 10 plus 2, c'est 12 plus 1, c'est 11 plus 2, plus 25% à leur vente. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Le mec il est monstrueux. Même s'il avait coûté 20 millions. Si on peut se permettre de lâcher 20 millions sur des joueurs comme ça, mais qu'on en achète plein de joueurs à 20 millions d'euros. Quel match de Youssouf. Quel match. Quelle énergie. Quel physique. Toujours proche du porteur. À ne pas le lâcher. Et j'ai l'impression que... voilà, enfin je sais pas ce que vous en avez pensé. Peut-être Anto du match de Youssouf. Mais à chaque fois qu'il a joué, il a été bon. Il y a eu quand même quelques petites approximations techniques en première mi-temps qui n'ont pas causé Oui. on va dire, de mal. Mais voilà, de manière générale, sur la totalité de la rencontre, exceptionnel. Ouais, c'est ça. C'est son petit défaut, c'est que je pense qu'il est trop serein en fait. Parce que vraiment, tu vois, le mec, il est pas inquiet, il s'en fout. Peu importe ce qui se passe, tout va bien. Et je pense que des fois, il rate un peu sa passe pour ça. Mais après, globalement, c'est trop fort. Techniquement, il est très fort. Tu vois, il est capable de dribbler, il remonte le ballon, il est rapide, physique. Et puis, il t'amène dans ce système à 3 défenseurs, ce que ne t'amène pas Kanté et Todibo, c'est-à-dire le dépassement de fonction de monter un peu plus, tu vois. Ce que je trouvais un peu À la chancelle dommage même quand bas, Favre quoi. alliait. Ouais, voilà, exactement. C'est ce que ne faisait pas Rosario quand tu le mettais à 3 sous Favre. Et c'est pour ça qu'on avait des problèmes offensivement, c'est que tu n'as personne qui faisait un dépassement de fonction derrière, donc tu te retrouves à être un peu bloqué. Et lui, il est largement capable de le faire. Il pourrait faire 3 terrains en dribblant tout le monde, il le ferait, tu vois. Donc, non, super pioche. Et franchement, merci Gilles Sophie parce que c'est son coup. Et ça me donne vraiment envie d'aller cet été et de me dire, putain, mais qui on va prendre, tu vois. Si tu as encore 2-3 coups comme ça à nous faire, waouh. Alors ça faisait quand même un certain temps que Gisolfi était sur le joueur, et même lorsqu'il était encore à Lens en tant que directeur sportif. C'est un dossier qu'il travaille depuis plusieurs mois. Mais Matt, honnêtement, est-ce que C'est quoi? on a eu un joueur dans l'histoire récente de l'OGC Nice qui s'est autant intégré rapidement? Et là, je te parle vraiment le rapport jeunesse dans le club et niveau de performance. Pour moi, c'est Barça. énorme. Tod- C'est énorme. Ouais, Ben Arfa, Ben je Arfa, dirais non, Ben parce qu'on Arfa on- ou. on savait le talent du gars, tu vois. On Ouais. savait que le type était un Bah, magicien. Todibo en vrai. Bah, Todibo en vrai. Qui arrive et qui te résout quasiment tous tes problèmes défensifs en 6 mois. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et vous parliez de Florent Ghisolfi, mais alors, s'il y en a un qui devait se friser dans la tribune avec son proprio de rang plus haut, c'est lui. Hein. Putain, le gars, il a lâché 40 millions. Ben, je pense qu'il y en a un qui a été convaincu par les 40 millions qui ont été lâchés parce que là, on a vu que, enfin, on n'a pas vu que lui, mais moi, ce mec, ce que j'aime, c'est qu'il y a une agressivité. Putain, j'adore ça. Le gars, il y a un ballon, il y a un duel entre deux. Oh, il y va. Et puis, il va pas qu'à moitié. Il te fait voir du pays quand il y va. J'adore ça. J'adore ça. Je sais plus, il y a une action où, je sais plus, t'as un Monégasque qui te froisse à moitié un Niçois. Oh, 20 mètres plus loin, un Youssouf plein front, plein fer. Ouah, le type, il y a aussi cette mentalité un peu de méchant. Tu sais, tu Ouais. sens qu'il avec c'est la bagarre sur le terrain. Lui, c'est un combat. 90 minutes, c'est un combat. C'est pas un match, c'est un combat. J'adore ça. C'est ce qui nous manque. Moi, j'ai noté 32e minute, faute de pute de Ben Seguir. C'est ce qui nous manquait, un peu de vice, un peu de méchanceté. Et je sais plus, mais quelques minutes plus tard, t'as Youssouf sur une phase arrêtée. Il vient, tu sais, il se pose un peu mais sec à côté de lui, sans dire non, en fait, là c'est ma zone. Tu vois? Et incroyable, j'adore ce joueur. Je suis fan de ce genre de joueur qui
un peu territorial, comme ça, un peu méchant, j'aime bien. Ouais, mais à côté de C'est l'ADN ça, du club. ah ouais, c'est ça, effectivement. Ah, c'est l'ADN. Puis il a des bons pieds, et Et c'est il est pas ça, et manchot. c'est qu'il est hyper complet en fait. C'est que si tu donnes on va dire, ces détails, si tu parles d'un joueur, on se dit, oh là la vache, le mec, il sait pas mettre un pied devant l'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, c'est un peu le syndrome Gattuso, tu vois. Hmm. Gattuso, il y a 20 ans, c'était un top milieu de terrain et il était connu et reconnu pour sa mentalité. Mais par contre, ballon au pied, il n'était pas dégueulasse non plus, hein, parce qu'il a joué Ouais, non, Youssouf, c'est. dans le grand Enfin, Milan AC. Et je peux te hmm. dire que quand tu as autour de toi, hein, des mecs comme Andrea Pirlo ou Kaka ou des mecs comme ça, Clarence Seedorf. ou Clarence Seedorf, effectivement, je veux dire, t'as pas le choix que d'être bon avec le ballon. J'ai l'impression, alors moi, il me fait beaucoup penser à un joueur, là, c'est vraiment un joueur Ligue 1 Orange, hein, pas Ligue 1 Uber Eats, hein, mais Michael Essien. Michael Essien, époque Lyon, époque même Chelsea. Grand joueur, autant techniquement Hmm. que physiquement. Je trouve qu'il y a beaucoup de points de comparaison entre les deux. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à, à le comparer, enfin, s'il y a des motifs de comparaison avec ce type de joueur, c'est que vraiment, l'espace de. Je crois que c'était sa sixième titularisation à l'OGC Nice. C'est, c'est fou. C'est fou. Ah, Et, mais... il était bien accompagné, puisqu'il y en a un aussi qui a sorti un match excellent dans un autre registre, à l'initiative du troisième but aussi, c'est Hicham Boudaoui. Euh, une première mi-temps où il était plutôt, on va dire, voilà, le sale boulot, à couper les lignes de passe, à être plutôt dans un registre défensif, à attendre d'exploiter un ballon. Par contre, à chaque fois qu'il a eu quelque chose à faire, une intervention, une passe, une orientation du corps, une ligne brisée par sa passe, c'est encore une fois une bonne performance de Boudaoui Anto. Ouais, c'est. Enfin, franchement, il est trop fort. Il est. Puis en ce moment, il se blesse pas, quoi. Et c'est impressionnant. Son niveau de jeu est vraiment impressionnant. Et je pense qu'on a un peu de chance il state pas, en fait. C'est trop bien. Faut pas qu'il fasse de pas décisif, faut pas qu'il marque, faut qu'il laisse ça aux autres. Parce qu'au moins, il passe un peu sous les radars et personne ne va le vouloir. Enfin, j'espère pas trop de monde, quoi, tu vois. Parce que le mec, il est trop fort. Il est vraiment, même dans les prises à deux, il est toujours là, en fait. Et tu vois, lui, par contre, pour le coup, il n'a pas ce truc de bagarreur. Tu vois, il n'arrive pas, il met pas des tampons. Mais il prend tout le temps le ballon. Je ne sais pas comment il fait. Il envoie son petit pied, il fait touc, et hop, et il a le ballon. Tu es là, tu fais, Hmm. mais mec, tu es partout, tu es trop fort, tu cours dans tous les sens. Enfin, c'est pareil, il fait 15 km par match. Non, franchement, c'est notre milieu de terrain en ce moment et depuis l'arrivée de Youssouf en plus. Waouh, le niveau. On a perdu Ramsey malheureusement, mais putain, on a un milieu. Waouh, c'est hallucinant. Boudaoui, grosse prestation, il était en relâche total, c'est impressionnant, on dirait qu'il joue dans son jardin avec Attal. Bon, avec Attal Prime, on l'espère. Mais Boudaoui, alors, effet chewing-gum, Matt, selon toi ou pas? Parce que Bleu. ça fait quelques jours qu'il il a un chewing-gum. Alors, est-ce que c'est le même chewing-gum que José Cobos à l'époque? Je peux pas vous le confirmer. Mais Boudaoui, encore une fois, impressionnant. Et le milieu de terrain qui a totalement bouffé celui de Monaco, Matt. Ouais, métronome, je pense, vous êtes le métronome de cette équipe, Boudaoui, toujours dans l'équilibrage du 11, toujours plutôt bien placé. Et je pense que dans le terme relâchement, il y a cette espèce de. Ouais, il y a un sang-froid chez ce joueur. Hmm. On n'a jamais l'impression qu'il va monter dans les tours. C'est pas le genre de gars à prendre un coup de sang, c'est pas le genre de gars à se cramer sur. Il est en gestion. Le mec, il est en gestion sur un 15 km. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et quand tu as quand tu as on va dire des relais à ses rampes de lancement comme Thuram, bah, putain, c'est un plaisir d'avoir un joueur comme ça. C'est un plaisir. Ouais. Après, ce que tu disais, Anto, le fait qu'il ne state pas, t'inquiète pas que les recruteurs, maintenant qui utilisent les stats avancées, ils vont le voir en vert brillant en haut des listes, Boudaoui. T'inquiète pas. Non, c'est sûr, mais tu sais, c'est toujours quand même, malgré tout, on est quand même je trouve, dans une période dans le football où on voit beaucoup les mecs qui statent, tu vois. Mm. Alors certes, il y a les recruteurs et tout, mais les clubs, ils aiment bien être influencés par les joueurs qui ont un peu la cote et tout ça, tu vois. Alors nous, pour le coup, Youssouf, par exemple, personne n'en a jamais parlé, j'en ai jamais vu son nom avant qu'il arrive chez nous. Donc, tu vois, pas trop. Mais il y a quand même, les joueurs, ils ont beaucoup la cote très vite, je trouve, ceux qui statent, tu vois. Et pourtant, Et Youssouf staté, hein.
Youssouf Ouais, Staté, il ouais. marquait des buts, Bon, voilà, moi ce que j'attends de voir chez nous d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais ouais, le gars de Başakşehir qui l'avait présenté, je sais plus si c'était chez toi ou chez Antinissa, Romcho, C'était chez Avantinissa, c'était Vano. qui nous disait que le gars mettait des buts. Attends, j'attends que ça. Ah, S'il il joue bas commence là en quand plus même. à nous mettre des buts. Ouais, Mais c'est vrai qu'il joue bas. Il jouait, apparemment, il peut jouer en 8 aussi. Mais pour en revenir, on a vu aussi Boudaoui finir le match en 8. Bon, un peu moins en valeur. Mais c'est vrai qu'on a un milieu de terrain qui est super adaptable. Ça va être un plaisir là pour les matchs qui viennent. il est Qui vont être, je pense, des fourni, guerres tactiques. il est fourni, et puis surtout, effectivement, il peut s'adapter. On a parlé effectivement de la blessure de Ramsey. Alors, je ne sais pas s'il y a une communication du club, je peux aller voir sur Twitter par rapport à une potentielle longue durée ou pas pour Aaron Ramsey. Mais c'est contre quelle équipe? C'est contre Marseille, justement, que Rosario rentre en cours de match. Non, c'est Lens. Il rentre en cours de match. Pfiou, il fait une entrée superbe. Euh, L'impression qu'effectivement, on est garni au milieu de terrain, mais que peu importe le joueur que tu vas mettre aujourd'hui, tu as une garantie de performance qui te fait dire ben, que tu es très bien, quoi. On n'a pas du tout, on n'a pas du tout fait de l'huile quand on a vu Rosario rentrer à la place de Ramsey, parce qu'on sait que Rosario, quand ça rentre, c'est opérationnel. C'est opérationnel. Oui, Ouais, il c'est un peu retrouve mieux, des ouais. jambes et de la tête un peu, Rosario. Ça fait plaisir. Mais même, tu vois, moi je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, mais depuis l'arrivée de Tigard, il y a quand même ce système, notamment, ça parle beaucoup de Diop en plus d'eau dans l'axe que sur un côté. Je suis globalement d'accord. Mais tu vois, on a ce milieu qui, en fait, tout le monde intervertit tout le temps. On l'a un peu moins vu sur les latéraux aujourd'hui parce que je pense que bah, déjà le Ayoub Amraoui est moins habitué et Lotomba l'a un peu moins fait. Mais même des fois, tu les vois rentrer à l'intérieur, tu as les milieux qui sortent, les ailiers qui rentrent, tu vois. Donc, tu as vraiment ce truc où tu as l'impression que le milieu, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont n'importe où, ça marche tout le temps. Enfin, franchement, je sais pas ce qu'il leur a fait Digard. Peut-être qu'on a un produit, tu vois, pas Ineos, ils ont dit vas-y, les cyclistes, venez, expliquez-nous. Et on a le pareil, tu vois, mais franchement, c'est impressionnant. Ouais, je te rejoins complètement. C'est surtout, je pense, le travail tactique aussi qui paye parce que aujourd'hui, on peut parler effectivement de 4-3-3, de 3-5-2, de 3-4-3. Effectivement, il y a cette flexibilité et ce modelage dans les dispositifs, mais par contre, dans les consignes. euh, Enfin, moi, ce qui m'a bluffé dans le match de ce soir, c'est que oui, on peut parler de Mofi, on peut parler des prestations individuelles. Par contre, dans tous les joueurs qui ont été alignés et même les entrants, ça courait, ça faisait les efforts, il y avait du pressing, c'était cohérent, il y avait un pressing qui était coordonné, qui était organisé, il y avait une cohérence totale dans tous les secteurs de jeu. Et honnêtement, alors, je ne sais pas si c'est notre match référence. Footballistiquement, peut-être pas. Parce que j'ai trouvé quand même que c'était pas non plus du grand football. Le plan de jeu a été respecté. On a gagné, on a su justement exploiter les failles de Monaco. Mais honnêtement, c'est du bon boulot et que ça dure. Quelque chose à rajouter peut-être, Matt? Ouais, carrément. J'ai beaucoup de mal à parler de match référence pour ce match, pareil, parce que je trouve que footballistiquement, collectivement, on a quand même peiné. On n'a pas eu de maîtrise du ballon. Pour moi, il y a encore c'est un gros axe de progression que j'attends de voir, notamment sur le match contre Auxerre, qui est aussi une équipe qui joue, parce qu'on est capable de jouer. Par contre, peut-être match référence au niveau de la force d'équipe. On a senti que cette équipe, les 11, peu importe lesquels étaient sur le terrain, inébranlables. L'ordre de mission était clair et la mission a été accomplie. Et en termes de fin, je trouve qu'il y a une force d'équipe qu'on n'a Une pas vue adhésion depuis. aussi. Exactement, ouais. Tu sens que c'est un groupe. C'est un groupe. Là, c'était quoi la formule de Digard là, par rapport à sa prolongation? C'est tout droit et tous ensemble, un truc comme ça. C'est ça en fait. Ça a vraiment l'impression que tout le monde tire dans la même direction. Tout le monde pousse dans la même direction, tire dans la même direction. Vous tournez ça comme vous voulez. On a un groupe qui est solide, qui est solidaire, et ça augure de bonnes choses. Ça augure vraiment de bonnes choses. Alors justement, tu parles de bonnes choses. Euh,
est-ce que déjà, avant qu'on passe justement au match d'Auxerre et à la Conference League, est-ce que par rapport au match, peut-être déjà Anto, tu as t'as peut-être un point à rajouter, à soulever par rapport à une prestation ou peu importe, un dossier que tu souhaiterais ouvrir avant qu'on passe à la suite? Ben, moi, enfin, souci, parce que je suis d'accord pour le match référence, c'est pas un match référence. Pour moi, si tu fais la première mi-temps de Reims avec les 3 buts de ce soir, tu as ta mi-temps référence de fou. Hmm. Parce que la première mi-temps contre Reims, elle est succulente niveau offensif. Et après, sinon, le petit bémol que j'ai un peu, c'est les ballons en profondeur. Alors ce soir, on était content parce que c'est bien passé et notamment Dante a été très bon là-dedans. Mais tu vois, contre Reims, il a été catastrophique. Ça arrive, c'est pas grave. Mais tu l'as ressenti que contre Reims, c'est ce qui manquait. Peut-être 2-3 ballons dans la profondeur bien joués. Là, il était toujours trop long ou trop court ou peu importe. Et c'est ça un petit peu. Il va falloir qu'on ait quelqu'un peut-être qui puisse aussi avoir ce registre-là pour passer le relais. Peut-être Boudaoui, je sais pas, on le voit très peu faire ça quand même. Il balance très peu devant lui. Ce Mais serait tu vois, top. avoir quelqu'un qui soit là parce que Todibo, on sait qu'il n'est pas capable, à part un coup de chance, mais c'est pas ses qualités. Mais tu vois, un Boudaoui qui soit un peu plus aussi dans le jeu long, c'est ce qu'il va nous falloir tout au long de la saison, et notamment contre les équipes qui vont jouer un peu plus resserrées, etc. Ce que tu prends vraiment en compte très vite, quoi. En théorie, tu es censé avoir Ramsey qui est censé pouvoir faire ça au milieu de terrain. C'est vrai, Qui, je suis d'accord, le fait pas assez. Mais c'est lui, normalement, l'homme qui doit t'apporter ça, ça doit être lui. c'est vrai, t'as raison. Je trouve que c'est assez pertinent. Alors, c'est peut-être un mal pour un bien. Je m'explique. Parce que Dante, c'est pas la première fois qu'il arrive à sortir ses ballons comme ça. Il l'a déjà fait, comme on l'a dit. Maintenant, qui c'est qu'il a fait aujourd'hui lors de ce match-là? Kefren Turam. Et Kefren Turam, c'est un joueur pour moi. Alors, je l'ai déjà dit ici, hein, c'est extrêmement frustrant parce qu'il est pétri de talent. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais le problème de Kefren Turam, c'est qu'à l'OGC Nice, sur les derniers mois, on considérait le bon match de Kefren Turam s'il y avait ces percées et ce gain d'espace, etc. Seulement, il ne pourra pas jouer uniquement là-dessus. Il y a des matchs où ça passera pas, où il va falloir qu'il se réinvente. Ben, là, clairement, c'est une variante de son jeu qu'il n'exploite pas assez, sa qualité de passe et sa qualité de passe longue. Un peu ce qu'il avait, la passe D qu'il avait fait à Stengs l'année dernière à Saint-Etienne, un peu dans ce registre-là, un peu piqué au-dessus de la défense. Euh, donc, j'entends peut-être le côté relève, etc. Qui c'est qui va prendre ce leadership, mais derrière, comme l'a dit Matt, t'as Ramsey, t'as Thuram qui peut le faire. Euh, Youssouf l'a fait plusieurs fois et on a vu que le jeu long, ça va, il maîtrise, mais on n'arrivera pas, je pense, à retrouver un défenseur central aussi, à dire, technique, autant pied droit que pied gauche que Dante. Donc, autant. Mathiaviti peut-être, hein. Ouais, Peut-être un Viti, jour. tu sais pas. Enfin, non, j'aimerais bien le voir un peu plus, lui aussi. Ouais, mais tu peux pas en ce moment. Dante est très fort en ce moment, tu vois. Autant sous Favre, des fois, je me disais, mais là, Dans Ah, une mais quand tu vas défense à commencer à jouer, 3, il est rentré quand à tu joues tous Lens. les 3 jours, si tu joues tous les 3 jours, tu vois, ouais, au moins le je voir pense quelques pas. minutes, quoi. Au moins le voir quelques minutes. Matt, J'espère, mais je pense pas. Matt, toi, Ouais. ton petit dossier, la chose que tu souhaiterais peut-être mettre en avant avant qu'on passe à la suite. Et ben, je vais rester un peu sur Kefren Turam parce que je vais parler de son but qu'on a un peu vite élucidé, à part pour mettre le doigt sur les erreurs monégasques. Ce que j'adore avec ce but, c'est que c'est dans le même esprit que le but Diop pour Brahimi contre Ajaccio. Vous savez, cette passe vraiment très horizontale le long de la surface et frappe en première intention. Je ne sais pas si c'est travaillé, mais la ressemblance entre les deux est quand même, je ne vais pas dire frappante, mais je sens quelque chose. Et il y a tout dans ce but. Il y a tout dans ce but. Il y a Kefren Turam qui tombe, qui se relève. Euh, la board qui dédouble sur un très bon appel, très généreux de Mofi. Mofi qui voit le collègue démarqué dans l'axe et le jeu en première intention. Ça faisait. On s'en plaignait en début de saison de ne pas avoir de but dans le jeu. Je pense que de tous les buts qu'on a mis, c'est celui qui m'a fait le plus crier parce que putain, tu peux niquer n'importe qui sur un but comme ça. Tu peux niquer n'importe qui. C'est la vérité. Ça marche tout le temps. Si techniquement tu es juste, ça marchera tout le temps. Et c'est le genre d'arme qui nous manquait en début de saison et que j'espère voir de plus en plus. Voilà, des buts comme ça sur des combinaisons, sur des frappes en une touche, sur
des ballons mis dans des positions dangereuses et que ce soit Kefren Turam qui trouve la voie défiler depuis à peu près l'extérieur de la surface, depuis 18 mètres, c'est un plaisir. Moi, Alors j'ai effectivement, adoré ce but. c'est intéressant que tu parles de ça. Je vais me permettre de compléter et de donner mon avis. Déjà, effectivement, il y a le côté vertical du jeu qui s'est exprimé sur cette action. C'est-à-dire que en 2-3 passes et en 2 courses verticales, tu arrives aux 18 mètres monégasque, ce qui est quand même assez incroyable. Et puis effectivement, le coup de la passe en retrait, on le sait que c'est une arme fatale. Il faudrait peut-être voir, mais ça fait bien longtemps qu'on n'a pas mis un but en dehors de la surface. Depuis peut-être BKBK contre le Maccabi Tel Aviv. Barclay. Bah, Brahimi, il en a mis des tonnes Ah oui, depuis c'est vrai, l'extérieur de la Brahimi. surface. Brahimi récemment. Brahimi récemment. Barclay aussi. Le spécialiste Barclay qui t'a mis un missile à Rennes. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que par C'est contre, pas un registre qu'on utilise beaucoup, je trouve, tu vois, Mm. la frappe de loin. d'habitude, c'était vraiment un mec qui fait un exploit, quoi. Alors que là, Mm. c'est dans une Là, action, et ça, c'est c'est bien. collectif, ça j'ai Ouais, adoré. c'est Ouais. pas un exploit individuel. Là, c'est vraiment eh bien, travaillé, on va dire. Messieurs, la semaine prochaine, le gym rejoue. Et à cette allure-là, dans ce contexte-là, on en redemande. Ce sera la réception de Auxerre qui est sur 2 victoires consécutives. Auxerre qui a gagné un match contre Lyon et qui a regagné contre Lorient, si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui. Réception de la Auxerre vendredi prochain, 21h. Est-ce qu'on doit s'attendre au même type de match qu'Ajaccio, un match peut-être compliqué face à un bloc bas, ou est-ce qu'on peut attendre peut-être un Auxerre un peu plus débridé qui va venir chercher un résultat peut-être? Comment est-ce que vous voyez ce match? Est-ce qu'il va falloir faire tourner? Voilà, est-ce qu'on reprend les mêmes et on recommence? Est-ce qu'on doit repasser en 4-3-3? Quel est votre avis sur le match de la semaine prochaine? Vas-y, Matt. Si on se fie à ce qu'ils ont fait contre Lorient, ils vont nous laisser le ballon et ils vont jouer. Enfin, entre guillemets, j'espère qu'on va pas leur laisser l'initiative du jeu. Moi, c'est ce que j'attends du gym. J'attends un match du gym version Reims, très haut sur le terrain, enfin première mi-temps contre Reims, je m'entends. Très haut sur le terrain, très conquérant et qui trouve la solution face à des mecs qui sont regroupés derrière. C'est, je pense, l'axe de progression qu'on a aujourd'hui. Contre les équipes qui viennent nous chercher, que ce soit Lens, Marseille, Monaco, on sait faire. Maintenant, faut qu'on prouve qu'on peut réussir contre un groupe bien resserré, bien regroupé et qu'on est capable d'asphyxier littéralement une, une équipe de bas de tableau. Je veux que Dante, Todibo, ils aient tous les deux 5 dans l'équipe parce qu'ils ne touchent pas un ballon et qu'ils n'ont rien à faire. Quoi. Et je veux que Michael ne soit même pas noté parce que le gars, à part un 6 mètres, il n'a rien joué du match. Voilà. Ce que j'attends de ce match. Dernier peut-être progrès à aller chercher, Anto, justement, ces matchs contre des équipes sur le papier peut-être plus faibles. En même temps, Auxerre a une dynamique plutôt positive. Alors j'ai dit les 2 dernières victoires qui viennent d'arriver. Peut-être que la série d'invincibilité est est un peu plus importante que ça. J'ai pas les résultats sous les yeux. Comment est-ce que tu vois ce match, Anto? Peut-être déjà une réintégration de Sofiane Diop dans le 11, dans ce genre de match. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est indispensable. Sinon, comment tu vois cette rencontre? Bah, c'est sûr que c'est notre axe de progression. De toute façon, ça va être important et c'est surtout de continuer à, tu vois, progresser sur le fait que quand tu joues pas en contre-attaque, parce que ça, on est très fort, mais vraiment arriver à créer du jeu. Alors contre Reims, on l'a très bien fait contre, je pense, une équipe qui est quand même solide, tu vois, et peut-être un peu plus solide qu'Auxerre, même s'il y a des bons résultats en ce moment. Je pense que Reims est un peu plus solide qu'Auxerre. Mais bien sûr, Sofiane Diop, il est trop important dans ce registre-là, et s'il n'est pas là, tu vois, enfin, je sais pas, Nicolas Pépé, il revient jamais, ou on sait ou pas quand est-ce Je qu'il sais revient. pas s'il a repris avec Il le n'y a pas eu club. d'infos. Je crois qu'Atal Il était en entraînement, quoi. a repris en début de semaine, mais il n'y a pas eu d'infos concernant Nicolas Pépé, ou du moins s'il y a quelque chose qui est sorti, j'ai pas saisi l'info, mais tu fais bien de souligner que effectivement il y a une marge de progression, ne serait-ce que par rapport aux joueurs que tu as sous la main, et tu as Nicolas Pépé qui est disponible dans l'effectif. Tu vois, Messieurs, typiquement, pardon. ouais, vas-y, je te laisse y aller, Tu vois, Anto. typiquement,
je pense que Laborde, dans ce genre de match contre les équipes qui vont jouer très bas, peut-être qu'il ne sera pas là, tu vois. Et quand tu as Pépé, attention, j'entends. Ou même avec Bonanier, tu vois, même peut-être le sortir du 11, le faire rentrer en deuxième mi-temps, ramener un peu sa taille, sa combativité et tout ça. Mais peut-être avoir vraiment beaucoup de créateurs pour trouver un peu entre les lignes, ce qui me manque beaucoup quand on n'a pas ça, parce que même, tu vois, en première mi-temps, là, ce soir, des fois, la relance, quand tu n'as pas Thuram qui fait les 40 mètres en courant, en dribblant Hmm. 18 mecs, bah, tu es un petit peu dans le dur, quoi. T'es obligé de 1-0 pour Paris. de grignoter de On reprend l'espace. défense en Marseille aussi. T'es obligé de grignoter de l'espace par la course et non par la passe. Et je pense qu'effectivement, Diop peut te permettre de gagner de l'espace par la passe. Il y a aussi on va dire une fin de saison en Ligue 1, on le sait. Hein, vous rêvez de Ligue des Champions. Écoutez, allez-y, hein, allez-y. Pourquoi pas. Mais il y a aussi la Conference League. Et on a vu que cette semaine, le tirage est tombé. Alors, le premier match aura lieu le 9 mars prochain contre le Sheriff Tiraspol. Alors, on aura l'occasion effectivement de revenir en long et en large sur ces matchs-là. On a fait le tirage au sort en direct avec Louraï vendredi. On s'est bien marré. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut. Je ne vais pas vous demander votre pronostic par rapport au Sheriff Tiraspol. On n'y est pas encore. Mais cette fin de saison, il y a 2 mois, on aurait voulu peut-être partir en vacances sur FM et revenir 6 mois après et faire le mercato estival. Là, tu n'as qu'une seule envie, c'est de suivre les matchs de l'OGC Nice et peut-être, qui sait, de vivre une épopée européenne. Euh, Concrètement, les gars, j'ai tweeté quelque chose il y a cette semaine en disant que l'année dernière, on a vécu l'épopée Coupe de France. Cette année, on a besoin de vivre une épopée qui passera peut-être par la Coupe d'Europe. Comment vous positionnez là-dessus? Pourquoi? Enfin, déjà pour vous, le bon parcours, il s'arrête où? Il s'arrête sur la place Masséna avec un énorme bus. Qu'est-ce que je te dis? Il s'arrête où le bon parcours? Il n'y a pas de bon parcours. Un tournoi, ça se gagne. Comme dit, tu vois, regarde, je viens de voir petit tweet de notre ami JC qui dit un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ben, un tournoi, c'est pareil. Un tournoi, si tu le joues, c'est pour le gagner. Franchement, quand vous avez vu ces joueurs aller voir le parquage là, à la fin du match, vous imaginez autre chose qu'une fin de saison tambour battant avec des guerriers sur le terrain. Moi, j'imagine rien d'autre. Voilà, je vous le dis. Je sais que tout le monde le sentait un peu l'année dernière avant le Stade de France. On était sur le déclin. Ben là, cette année, on est en pleine ascension. On est en pleine ascension. Qui nous arrêtera? Je vous le demande. Qui nous arrêtera? On est en pleine ascension, mais on est quand même assez maigrichon sur la scène européenne. Je me permets quand même d'apporter un peu ce réalisme mat, malgré la dynamique du moment. Et c'est pas le shérif Tiraspol qui me fait dire ça, c'est le, le, le fait que là, tu rentres t'es quand même dans une compétition où t'as que des équipes qui ont l'habitude de jouer l'Europe, honnêtement. Même Sheriff Tiraspol, qui est un jeune club, a déjà joué l'Europe. Donc, alors, ça n'empêche, ça ne vient pas, on va dire, couper cet optimisme, hein, parce que tu me connais, enfin, vous me connaissez, je pense, un peu. C'est le club Mais optimiste. concrètement, euh, j'ai envie aussi qu'on aille le plus loin possible. Je sais pas si on y arrivera. Anto, qu'est-ce que t'en penses, toi? Rendez-vous le 7 juin à Prague. Bien sûr, bien sûr. Non, mais tu vois, c'est fou parce que si tu veux, quand on a passé les poules, avec mon père, on s'est dit, peu importe où on va en huitième, on y va. On fait le déplacement. Du coup, j'irai en Moldavie. Alors, Mais j'avoue qu'il y a ou 2 mois, ou pas en ou Moldavie. pas, mais dans l'idée, j'aimerais bien en Moldavie. 2-0 pour Paris. Je te dis, même Marseille, on va les Paris. Mais tu vois, j'étais en mode, on va faire un déplacement, on va se faire casser le cul. Mais là, j'ai pas peur en fait. Peu importe qui on aurait tiré, mais on aurait tiré la Fiole à Lazio, ça me faisait pas peur. Tu vois, moi je voulais aller à Chypre parce que je trouvais ça cool comme déplacement. Mais en soi, personne me fait peur en fait. Et j'ai l'impression que même les joueurs, Ah ouais. dans leur état d'esprit, ils ont pas peur. Et c'est ça qui est fou. Tu rencontres quand même. Alors, Monaco, c'est la semaine un peu compliquée pour eux et tout. Mais quand tu rencontres Lens et Marseille, alors que tu n'es pas encore très sûr de tes forces, ils n'ont pas peur. Ils y vont, ils savent qu'ils vont gagner, tu vois. Et donc, je me dis, non, franchement, voir Dante soulever un trophée à l'OGC Nice, il le mérite. Je pense que c'est ça la fin du parcours qu'il doit y avoir, tu vois. Et Pancho, tu faisais un mot sur l'expérience. On n'a jamais eu, je crois, là, depuis ta remontée en Ligue 1, je pense, un vestiaire aussi expérimenté sur la scène européenne.
Tu as du Schmeichel, tu as du Dante, tu as du Ramsey, tu as du Barclay. Peut-être que les gars, c'est pas tes figures de proue sur le terrain. T'as même, je crois que Diop a dû jouer des Monaco, compétitions avec Monaco. T'as, mine de rien, il y en a qui sont allés se casser les dents, qui sont allés prendre 6 buts à Leverkusen, tu vois. Je veux dire, t'as des joueurs qui ont quand même du vécu européen dans ce groupe. On n'a jamais eu autant d'expérience. C'est cette année, c'est maintenant, il faut y aller. Il faut y croire. Si tu crois pas cette année, tu crois jamais de toute façon. Donc, Il y a Ebim que je salue qui a tweeté à la fin du match la chose suivante. En parlant de Didier Digard, cet homme a fait croire aux joueurs qu'ils étaient invincibles et ils l'ont cru. Et je pense que c'est ce que tu disais, Matt, hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on ne sait pas ce qui se passe, on est dans une bulle, on s'envole petit à petit, on ne sait pas où est-ce que ça mènera. Euh, Énormément de regrets par rapport à la première partie de saison parce que ça te fait perdre quand même énormément de points. Mais aujourd'hui, voilà, les choses sont comme elles sont. Il y a plein de choses à vivre. On a 7 matchs d'une finale, tout est possible. Sans trop m'emballer, Romain, nous dit Romain sur le chat. C'est Bien bon pour sûr, cette match, en bien vrai, sûr. dit comme ça. J'aime bien parce qu'on est à 7 matchs d'une finale, tout est possible en vrai, sans trop m'emballer. Non, non, c'est avec ton message, ne respire pas l'emballement, quoi. Non, non, mais carrément. Bon, bah écoutez, écoutez, on se retrouve quand? Le match prochain a lieu vendredi, donc on se retrouvera possiblement dans le week-end, possiblement dimanche. Voilà, un peu plus tardivement qu'à l'accoutumée, mais c'est pas bien grave. Matt, Anto, merci à tous les deux. On en redemande des soirées comme ça, débrief des matchs de l'OGC Nice, les gars. Carrément. un régal. Merci à toi en tout cas de nous avoir invités, c'est vraiment cool. Toujours. Avec plaisir, forcément, lorsqu'il s'agit de parler de l'OGC Nice et d'une belle victoire. Très bonne soirée, bonne fin de week-end, bonne fin de vacances pour les personnes qui sont en vacances et bonne reprise à vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, Issa Nissa. Issa Bonne Nissa. soirée, Sanissa, le podium.